Bonjour à tous. Vous nous entendez bien au fond, c'est bon? On est ravis de vous avoir. Moi, je m'appelle Isaëlle Pegliasco. Je travaille au sein des équipes EY sur les sujets stratégie ESG et changement climatique, comptabilité carbone, décarbonation et risques climatiques. Bonjour à tous, ravi de vous avoir tous ici cet après-midi. Pour ma part, je suis Thomas Go. Je suis associé dans les équipes durabilité comme Isabelle. Et moi, pour ma part, je travaille en particulier sur les sujets d'achat responsable. Et donc, du coup, c'est l'objet de la table ronde d'aujourd'hui, également sur la décarbonation des achats avec Isabelle. Merci. Du coup, nous avons préféré focaliser l'attention sur des témoignages d'entreprises aujourd'hui. Donc on fera une très brève introduction juste pour vous raconter comment on est arrivé en termes de raisonnement à se dire qu'il fallait faire venir nos clients préférés à cette conférence pour vous partager nos sujets de décarbonation Scope 3. Peut-être pour introduire donc très brièvement, ça fait à peu près 15 ans qu'on compte des émissions de gaz à effet de serre Scope 1, 2, 3. Pardon, je pose ça. Au début, on va dire que le Scope 3 était un sujet très flou. Petit à petit, on a commencé à pouvoir l'attaquer. Et souvent, dans les bilans carbone, on a un gros paquet achat qui pèse très lourd, qui était assez difficile à réduire, à conceptualiser une réduction dedans. On a commencé peut-être par de l'éco-conception, du travail sur les produits, réfléchir les produits différemment, mais toujours avec des données qui étaient des données génériques, de base de données. Et au bout d'un moment, probablement poussé par le devoir de vigilance, on a réalisé qu'on pouvait travailler avec ses fournisseurs. Et du coup, il y a un peu une nouvelle ère qui est arrivée à ce moment-là. Merci Isabelle. Ce que moi je voulais peut-être rajouter pour prendre un point de recul aussi, c'est que, vous l'avez bien compris, la période n'est pas forcément favorable au sujet de RSE. Et on a l'impression d'être revenu quelques années en arrière, à une époque où il fallait impérativement que la RSE démontre la création de valeur attachée à ces initiatives. En gros, on est revenu sur une RSE beaucoup plus héroïste, si on utilise des trigrammes. Et ce qui a changé en revanche, me semble-t-il, ces dernières années, c'est que cette RSE qui s'est en même temps stratégisée en travaillant plus sur les ambitions en faveur de la CSRD, je le dirais, mais j'en parlerai plus, elle a dû aussi se rapprocher des grandes fonctions opérationnelles. Et donc, comparativement à il y a 3-4 ans, je trouve que direction RSE travaille avec la direction des risques, travaille avec la direction financière pour le reporting, travaille avec la direction marketing, la direction de l'offre, beaucoup plus dans l'opérationnalisation et la concrétisation. Et bien sûr, avec la direction achat, tu l'as dit sur les sujets de devoir de vigilance, mais aussi beaucoup, puisque le Scope 3 achat représente en général une grosse partie du bilan carbone de beaucoup de secteurs, de beaucoup d'entreprises, avec la direction des achats. Et donc c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à cette envie de venir faire témoigner 3 entreprises très différentes sur les enjeux qu'elles rencontrent et sur la manière peut-être dont elles peuvent vous aider à concevoir et à onboarder vos propres fournisseurs et vos propres acheteurs. Peut-être Isabelle, 2 mots sur nos intervenants. Oui, voilà. Alors, je vais vous présenter à votre place, mais après, c'est vous qui parlez. Donc, je vais commencer peut-être par la gauche. Donc, Élise, si tu veux lever la main pour qu'on te voit bien. Élise Bouffiez, donc, qui travaille chez Carrefour dans les équipes développement durable. Donc, on est plutôt sur une très grosse entreprise et des enjeux amont agricoles et travaux avec les fournisseurs qui sont fabricants pour la plupart sur les produits. Mathieu, effectivement... Donc Mathieu Prévost sur Pernod Ricard. Donc là aussi, on est sur une grosse entreprise, des gros enjeux amont agricoles et peut-être un sujet aussi sur le packaging, bien sûr, dont on pourra parler tout à l'heure. Et Laure de Wattre, si j'ai bien français, désolée sinon, sur Grain de Malice, du coup, donc une structure plus petite, spécialisée sur le textile, avec un sujet peut-être de rapport de force aussi parfois avec vos fournisseurs. Le lien justement peut-être avec l'éco-conception produit et le travail avec les fournisseurs. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci. Commençons directement avec toi, Élise, chez Carrefour. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur vos grands enjeux en matière de Scope 3 et la façon dont vous abordez le sujet? Quelles sont les actions principales prioritaires? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Ça marche. Donc Carrefour, vous connaissez tous Carrefour, j'imagine, une entreprise de la grande distribution. Donc c'est assez commun au secteur du retail, mais le scope 1 et 2, ça représente que 1 ou 2% de nos émissions de CO2. Donc le travail qu'on fait sur nos magasins, c'est une partie assez faible au final de notre empreinte carbone. Et le scope 3, ça va être 98% de nos émissions.
avec à peu près 140 mégatonnes en ce qui concerne Carrefour par an. Et quand on regarde notre scope 3, on a plus de 95% qui sont liés aux achats, donc ça va être, aux produits en tant que tels. Donc ça va être 70% sur la partie amont, donc toute la partie production agricole, transformation des produits, une dizaine de pourcents sur le transport, et ensuite une partie également liée à la vente des produits, donc l'utilisation que les clients vont en faire ensuite, donc notamment parce qu'on vend du carburant, mais aussi des produits électroménagers qui vont consommer à l'utilisation. Donc en gros, si on veut décarboner notre scope 3, c'est travailler sur l'ensemble du cycle de vie du produit, de la partie production agricole, transformation, transport, utilisation, pour garantir que nos produits émettent moins de CO2 à toutes les étapes du cycle de vie. Donc pour travailler là-dessus, on a identifié plusieurs leviers. Le premier, c'est l'engagement des fournisseurs. Donc on va travailler de différentes manières. On va mettre en place des coalitions. On va demander aux fournisseurs de s'engager sur des trajectoires 1,5 degré. On va mettre en place des projets pour être capable de mesurer, de collecter des données. On va mettre en place des projets opérationnels. Ensuite, des engagements spécifiques avec nos fournisseurs. Donc on a tout un panel d'actions qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est le premier levier. On estime que ça nous permettrait de réduire d'à peu près 8% nos émissions. Ensuite, on a un second levier qui consiste à travailler plutôt avec l'amont agricole, donc ici sur les pratiques d'agriculture régénératrice. Donc là, c'est travailler plutôt sur le terrain. Il faut une traçabilité de la chaîne de production pour pouvoir travailler vraiment sur la partie agricole. C'est encore 8% à peu près des émissions qu'on pourrait réduire. Et enfin, on va avoir une partie liée à la conversion des écosystèmes, donc l'utilisation des sols, qui est aussi assez liée à la partie agricole. Un aspect lié à les protéines végétales, puisque 25% de notre scope 3 sont liés à la production de viande. Donc comment on fait en sorte d'avoir une alimentation avec plus de protéines végétales. Et le dernier axe, ce sera sur la partie carburant, puisqu'on vend des carburants. Donc quel type de carburant on propose et comment est-ce qu'on peut favoriser une mobilité verte. Donc tous ces objectifs ensemble, on a pour but de réduire de à peu près 32% d'ici 2030. En travaillant sur tous ces leviers-là. Merci Élise. Merci Élise, effectivement. Mathieu, si vous prenez le relais peut-être sur vos enjeux et un petit focus aussi sur les deux gros sujets, amont agricole et vert peut-être. Du coup, pour Pernod Ricard, donc présente dans le secteur des vins et spiritueux, le scope 3 représente aussi plus de 95% de notre empreinte carbone et le scope 1 et 2, 5%. Et sur la partie scope 3, vraiment la partie emballage va représenter environ plus de 25% de notre empreinte carbone, principalement issue du verre. Et l'amont agricole va représenter plus de 45% de notre empreinte carbone. Donc ça va être un gros enjeu d'attaquer ce pilier-là. Et du coup, la manière dont on s'est articulé, donc on a établi un plan de transition sur l'atténuation du changement climatique qui s'articule autour de 3 objectifs. Donc 2 objectifs sur le scope 3. Donc on a un objectif sur notre ambition énergie-industrie qui va regrouper les catégories packaging et logistique. Et on a aussi un objectif scope 3 sur l'amont agricole. Donc on va devoir aussi cibler l'engagement fournisseur sur ces 2 objectifs. Donc on a aussi travaillé sur notre plan de transition pour lister tous les leviers qui nous permettraient d'atteindre notre ambition. Et donc sur la partie packaging, on a l'engagement fournisseur qui est un gros contributeur, notamment pour réduire l'empreinte carbone du packaging et du verre. Donc on va devoir engager avec nos fournisseurs et comprendre leur feuille de route de décarbonation. Et de la même manière, sur l'amont agricole, on va travailler avec nos fournisseurs ou les coopératives agricoles et développer des projets d'agriculture régénératrice pour aussi réduire nos émissions carbone. Merci. Alors Laure, peut-être une entreprise d'un autre secteur, lui aussi très concerné par ces questions de décarbonation, mais qui n'a pas nécessairement les mêmes moyens que Carrefour et que Pernod Ricard, mais pour autant, vous avez attaqué le sujet de la manière la plus simple, par les produits. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est clair que nous, on est vraiment les petits de la bande, là, aujourd'hui. On a des moyens qui sont très limités, puisque moi, vous avez vu, j'ai la double casquette achat et RSE, ce qui est plutôt un gros avantage dans une grosse PME, c'est que déjà, il n'y a qu'une personne qui porte le sujet, et les 2 sujets sont effectivement achat et RSE intimement liés. Mais effectivement, après, avec moi, j'ai une personne, c'est tout. Donc,
on peut pas aller aussi loin et autant en profondeur que mes collègues. Mais nous, on a enclenché la démarche RSE depuis 5 ans, en commençant par un petit bilan carbone et puis en se disant on veut auditer tous nos fournisseurs de rang 1. Donc ça, c'était une première étape. Et en 2023, on a été racheté et on a mis un peu le braquet sur un peu plus de professionnalisation et on a écrit une trajectoire bas carbone, donc fort de nos différents bilans carbone. Et effectivement, notre scope 3, c'est 99% de notre bilan carbone. Donc là, on est encore plus important que nous. Donc nous, retail textile, le textile, vous le savez, c'est une industrie qui est extrêmement polluante. Et donc dans le scope 3, 80% de notre scope 3, c'est lié à la matière première et à la transformation de la matière. Donc toutes les étapes de teinture, de lavage, délavage, etc. C'est un gros morceau de notre scope 3. Donc forcément, quand on a pris conscience de ça, la première chose qu'on a fait, c'est travailler l'éco-conception avec nos équipes produits. Donc on n'était pas une entreprise native RSE, donc on n'avait pas conscience de tous ces impacts. Donc la première chose, ça a été énormément de formation sur les matières premières, quelles sont les matières qui sont les moins impactantes, comment on peut switcher sans altérer le niveau de qualité de nos produits, puisque ça c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, la durabilité. C'est sûr que plus nos produits dureront dans le temps, plus on sera aussi vertueux. Donc c'est jouer sur les deux axes. Donc beaucoup de formation et puis aussi un autre travail en partenariat avec nos fournisseurs. Alors nous, on peut pas mettre en place on peut pas contraindre nos fournisseurs, on est tout petit. Donc quand on arrive en Chine chez des gros fournisseurs, ce qu'on fait nous, c'est on essaie de travailler en proximité avec eux, d'être extrêmement présent. Donc j'y vais régulièrement. On a des bureaux d'achat sur place qui nous aident aussi et on leur a partagé notre trajectoire, nos ambitions. Et alors, c'est sûr qu'on a la chance parfois de travailler avec des fournisseurs qui travaillent avec des gros groupes comme Inditex ou Mango et qui donc forcément sont sensibilisés au sujet. Donc, c'est plus simple de passer derrière et de bénéficier des objectifs qu'ils ont avec ces gros groupes-là. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment de travailler en proximité avec eux et de récolter de la data. Et c'est tout l'enjeu ça a été un enjeu extrêmement difficile parce que il fallait qu'on mesure quels étaient les fournisseurs les plus impactants et les fournisseurs qui étaient plus vertueux. Donc on a récolté pas mal de data sur nos produits et sur nos fournisseurs, notamment leur mix énergétique, qu'on a implémenté dans un outil. On s'est équipé de cet outil qui a été extrêmement important pour les équipes aussi, pour prendre conscience, faire des simulations, pour savoir quels étaient les produits ou les matières qui étaient les plus impactantes. Elles ont pu jouer avec cette espèce de calculette carbone. Et nos fournisseurs aussi, on leur a bien expliqué, montré cette petite calculette en leur disant, voilà, aujourd'hui, on vient acheter un beau produit, ça c'est sûr, de qualité, avec un bon prix, mais aussi avec un bon score environnemental. Et si demain, vous n'êtes pas au rendez-vous et que vous nous proposez les 2 premiers critères, mais pas le 3e, c'est-à-dire l'impact carbone, à ce moment-là, on sera obligé de switcher vers des fournisseurs qui sont plus vertueux. Donc c'est un peu notre axe de travail et c'est comme ça qu'on essaye. Alors on leur explique et on leur explique que si on ne peut plus continuer à travailler avec eux, ça va devenir un souci. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Merci à tous pour ce premier tour. Donc, je crois qu'on a les idées générales de vos sujets prioritaires. En termes d'approfondissement, effectivement, Élise, j'ai entendu du coup initiative sectorielle, accord, engagement fournisseur. Ça serait bien si tu pouvais donner plus d'informations sur cela. Oui. Donc, quand on travaille avec nos fournisseurs, disons qu'on a plusieurs logiques possibles. Je vais vous refaire un peu l'historique. Le premier levier qu'on a, c'est tout déjà, en particulier avec la marque propre, de pouvoir intégrer au sein des cahiers des charges des critères sur les critères de production, les engagements à la fois sociaux et environnementaux. On peut aussi travailler avec des chartes d'engagement qui vont être signées là par tout type de fournisseurs, aussi les marques nationales. Mais bon, on va dire que c'est la partie relativement basique du travail. Ensuite, on a commencé en 2018 à travailler au travers d'initiatives volontaires. Donc, on a lancé des pactes, un pacte pour la transition alimentaire. On fait également des coalitions. On a une coalition sur le végétal, une coalition sur le bio. Donc là, l'idée, c'est de travailler de manière volontaire avec les fournisseurs. On crée des groupes de travail et on a un objectif commun, proposer plus de produits véganes, proposer plus de bio au magasin. Et donc, on travaille de manière concrète sur des projets.
Disons que c'est la première manière d'engager de manière volontaire, et les fournisseurs, au travers de ces projets, ont accès à une relation privilégiée avec Carrefour. On met en place des choses concrètes en magasin, etc. Ensuite, depuis à peu près de l'année 2022, on a commencé à rentrer dans une logique qui est un peu plus prescriptive. Donc on a pris un engagement qui demande à nos 100 premiers fournisseurs, donc c'était un gros fournisseur, de prendre un engagement pour être aligné avec une trajectoire de réduction 1,5 degré d'ici 2026. Donc on a pris cet engagement, et donc si les fournisseurs ne sont pas alignés en 2026, ils seront déréférencés. Donc on n'est plus dans une logique ici volontaire, on est dans une logique prescriptive. En gros, le climat, c'est plus une option. Si vous voulez travailler avec Carrefour, vous devez être aligné 1,5 degré. Donc c'est la première fois qu'un distributeur a pris un engagement de ce type. Et on a vu un vrai effet d'accélération, puisqu'en 2022, on devait avoir à peu près 34% qui avaient déjà une trajectoire 1,5 degré. Aujourd'hui, on est à 63%. Et donc il nous reste un an pour faire en sorte que tous nos fournisseurs soient engagés, le top 100. Et on a vu un vrai effet d'accélération, un vrai effet d'entraînement, et ça a permis au sein des entreprises de nos fournisseurs de placer le sujet à un niveau stratégique, puisque les équipes RSE pouvaient aussi arriver devant leur management en disant Carrefour nous le demande, et donc ça a permis de gagner en importance au sein des entreprises. On a vu une accélération. Et plus récemment, on commence à travailler encore d'une autre manière. On a testé un projet où on signe des accords commerciaux avec les fournisseurs. Donc là, on a une petite équipe en interne qui est constituée notamment de personnes qui ont travaillé pendant longtemps aux achats, donc qui connaissent le système des achats, les fournisseurs, etc. Et on va signer des accords où les fournisseurs vont s'engager sur certaines thématiques. Donc on a par exemple des thématiques en lien avec la décarbonation du lait, du transport. On travaille sur le végétal, encore une fois, sur la réduction des emballages. Donc il y a plusieurs thématiques qui vont être définies par les fournisseurs eux-mêmes en collaboration avec Carrefour. Et donc ces accords nous engagent les fournisseurs sur des objectifs chiffrés à moyen long terme. Et nous, derrière, on a une relation privilégiée. Donc on va suivre la mise en place de ces engagements, à la fois des engagements assez stratégiques et des engagements très opérationnels. Ça peut être des tests en magasin, des choses très concrètes. Et donc ça transforme la relation qu'on peut avoir avec les fournisseurs, puisque c'est une relation de long terme, c'est des engagements à 5 ans ou plus, lorsque la relation purement commerciale, elle est quand même plutôt court terme. Et puis, encore une fois, ça donne on a une collaboration privilégiée avec ces fournisseurs, et on est capable de les challenger, de suivre. Pour l'instant, on fait un suivi qui est à peu près 2 fois par an. On va suivre l'évolution des KPI, etc. Donc voilà plusieurs manières qu'on a testées pour travailler avec les fournisseurs. Et je rajouterais juste un mot sur l'importance en plus de travailler à une échelle sectorielle ou internationale ou collective, puisque c'est important de pouvoir s'aligner en tant que distributeur et grosses entreprises sur quelles sont les demandes qu'on va faire à nos fournisseurs, quelles sont les exigences qu'on peut avoir. Parce que si chaque entreprise demande des choses différentes, les fournisseurs ne vont pas pouvoir travailler, pas pouvoir s'en sortir. Donc on travaille aussi, par exemple, au travers du Consumer Goods Forum pour aligner les exigences qu'on va pouvoir avoir. Et en France, c'est une initiative qu'on a lancée récemment avec Perifem et la FCD. On commence à monter une plateforme collective pour demander aux fournisseurs de reporter leurs émissions. Donc là, c'est 9 distributeurs, donc tous les distributeurs français, ensemble, qui vont faire les mêmes demandes d'informations aux fournisseurs, là où avant, on peut avoir potentiellement une plateforme par distributeur, donc ça devient assez ingérable. Donc voilà pour cet aspect. Merci. Merci, et très bonne transition pour Mathieu, parce que c'est vrai que cette fatigue liée à des demandes multiples avec différentes plateformes aux fournisseurs, elle se met en travers de ces démarches d'engagement. Et encore plus quand il s'agit de la donnée, qui est tellement clé, notamment pour le verre en particulier, qui représente une partie significative du scope 3. Mathieu, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un petit modus operandi que vous testez ou que vous mettez en place pour aller collecter cette donnée, également pour la fiabiliser? On ne va pas ouvrir ici la boîte de Pandore, mais est-ce que les émissions de mes fournisseurs sont-elles les bonnes? Sont-elles comparables? Mais je pense qu'il y a, en tout cas avec ce que vous avez commencé à faire, de bonnes pistes qui peuvent intéresser notre auditoire. Oui, tout à fait. Je pense déjà le premier point d'entrée, c'est qu'on ne pourra pas attaquer tous nos fournisseurs.
Donc on a fait un premier travail avec les équipes Nature-Climat pour identifier nos points chauds et vraiment quel est le scope de fournisseurs avec qui on va devoir interagir, donc un peu les 80-20%. Donc on a ciblé vraiment un pool de fournisseurs sur lesquels on va engager dans cette stratégie de réduction carbone. Donc par exemple sur le verre, on a parlé, il y a un gros enjeu sur la collecte de données spécifiques. Donc de cette manière, on s'est outillé. Donc on a travaillé avec des partenaires externes ou même avec notre expertise interne pour développer des outils et des calculettes carbone. Donc on l'a fait sur le verre, on l'a fait aussi sur la partie agricole avec un outil distillation, un outil céréales. Donc il y a un enjeu vraiment d'accompagner le fournisseur, de sensibiliser le fournisseur à la collecte de données spécifiques, donc d'expliquer la méthodologie, d'expliquer quelles sont les données qu'on va lui demander de collecter. Peut-être qu'il collecte déjà ces données, peut-être qu'il a déjà une méthodologie en place, mais l'idée, voilà, c'est nous de pousser ces outils auprès de nos fournisseurs pour pouvoir aussi les comparer sur la même méthodologie et utiliser ça dans nos décisions achats. Ensuite, on a aussi travaillé sur la fiabilité de nos données, mais sur ce lien-là, avec un exemple sur le verre, on a commencé à travailler avec une tierce partie pour lancer des audits fournisseurs. Donc de la même manière, les données qui nous ont été remontées, on va lancer un process d'audit de nos fournisseurs avec une tierce partie pour ajouter une brique de fiabilité. Le deuxième point, c'est vraiment la collecte de la feuille de route décarbonation. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a une donnée spécifique, l'idée c'est de voir comment elle va évoluer avec le temps. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation et aussi d'évaluer la maturité du fournisseur sur ce sujet. Est-ce qu'un fournisseur a déjà une feuille de route? Est-ce qu'il a déjà initié un travail pour comprendre ces leviers-là? Et comment on peut l'accompagner dans sa démarche avec avoir une approche flexible? Donc de cette manière-là, on l'accompagne aussi avec des outils et un cadre méthodologique pour vraiment qu'il puisse soit s'appuyer sur nos outils pour établir son plan décarbo et aussi étudier tous les leviers techniques. Ou alors, le fournisseur s'appuie déjà sur ses propres méthodologies et nous, on va devoir quand même un peu le challenger, comprendre la méthodologie, la valider. On va pas la prendre telle qu'elle. On va vouloir vraiment aussi assurer une fiabilité sur les données ou le cadre méthodologique avant d'accepter ça du fournisseur. Donc il y a quand même un gros travail avec des sessions de travail sur la partie feuille de route qui sont importantes. Et aussi un point un peu sur la partie données, fiabilité. C'est vrai qu'on a développé aussi une notation de nos fournisseurs pour aussi les noter sur ce sujet de la donnée. Donc en fonction de leur capacité à nous remonter les données, la transparence ou la granularité, et aussi sur leur maturité sur ce sujet, on va les noter. Et c'est aussi, on fait une restitution de ces notations et c'est un levier intéressant parce que en restituant ces résultats, ils peuvent voir aussi comment ils peuvent s'améliorer sur le partage d'informations ou comment ils peuvent s'améliorer sur le scoring. Donc c'est un vrai outil avec nos équipes achats pour engager ces fournisseurs dans cette démarche de transparence de la donnée pour la construction soit de la collecte de données spécifiques ou la construction d'un plan d'action. Donc un peu tous les outils avec le bloc des données spécifiques, la création d'une roadmap et aussi la notation plus globale sur cette partie climat. Très bien, merci Mathieu. Est-ce que sur la partie, pour le coup, agricole, on a aussi ce même type de démarche ou c'est vraiment uniquement sur la partie vert? Alors, la partie agricole, on retrouve vraiment un process similaire avec le vert. On engage vraiment aussi nos fournisseurs avec des outils qui sont déployés. Donc on leur présente vraiment toutes les données primaires terrain qu'on va devoir collecter, que ce soit par exemple des intrants de fertilisants, des intrants chimiques, les pratiques agricoles, les taux de déploiement qui vont permettre de définir une sorte de statut aujourd'hui. Mais aussi on va les accompagner vraiment dans les pratiques agricoles et les taux de déploiement qui vont pouvoir être poussés auprès de ces fournisseurs. Donc on a un cadre d'agriculture régénératrice pour vraiment sensibiliser les fournisseurs à un panel de pratiques, mais aussi de voir avec lui qu'est-ce qui sera possible, quel levier on va pouvoir activer avec lui, de l'accompagner dans la compréhension de ces leviers et ces taux de déploiement. Et donc c'est vraiment un échange et des sessions de travail poussées avec le fournisseur sur la partie données, bien évidemment, mais aussi sur la faisabilité et ce qui va pouvoir être possible d'activer localement avec nos fournisseurs. Peut-être la partie agricole, c'est un peu plus complexe parce que là, on va toucher vraiment un pool plus important de fournisseurs ou plutôt d'agriculteurs. Donc il y a un enjeu vraiment de travailler avec nos fournisseurs ou des coopératives agricoles sur ces sujets-là pour vraiment structurer la méthodologie
et de manière de couvrir un peu ce panel plus important de parties prenantes. Merci. Merci. Alors Laure, on a compris que vous étiez la petite de la salle. Donc effectivement, peut-être si vous aviez des recommandations sur comment réussir finalement à actionner cette transformation malgré un positionnement, un rapport de force difficile potentiellement avec vos fournisseurs. Alors, c'est sûr que nous, on ne peut pas, comme Carrefour le fait, contractualiser ou s'engager. Enfin, c'est clairement les gros fournisseurs en fait, qui sont en Chine ou qui sont au Bangladesh. L'avantage, c'est que eux, ils sont déjà souvent impliqués, enfin, embarqués dans la démarche, mais le seul levier que nous, on a, PME, c'est d'être vraiment dans la proximité, dans la transparence. Donc nous, on leur partage en toute transparence nos objectifs, pourquoi on a ces objectifs-là, et on essaye de leur donner le sens en permanence. Donc en général, ça se passe plutôt bien avec les gros fournisseurs, et avec les plus petits fournisseurs, on achète 75% de nos collections en grand import et le reste en proche import. Et finalement, le sujet, là où c'est le plus complexe, c'est au proche import, parce qu'on travaille avec des plus petites structures et des entreprises qui existent depuis 30 ans, 40 ans et qui n'ont pas passé le cap justement de la décarbonation, qui ne comprennent pas bien et qui ne voient pas le sens. Et donc c'est avec celles-là qu'on passe le plus de temps, qu'on essaye de s'impliquer, de leur expliquer. Mais c'est sûr que là, là pour le coup, on est obligé de s'engager avec elles en leur disant là, d'un coup, on représente un peu plus de leur chiffre d'affaires, donc c'est un peu plus facile pour nous d'avoir du poids. Et là, l'idée, c'est vraiment de leur dire, effectivement, on s'engage avec vous, ça va vous coûter cher, cette transition écologique, mais au moins, nous, on vous garantit qu'on va continuer à vous passer des commandes à hauteur de chaque année. Et en fait, en faisant ça et en prenant une partie de leurs coûts dans notre marge, on arrive à s'en sortir. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans les mêmes démarches que vous. Et on est vraiment sur donner du sens, essayer de récolter tout ce qu'on peut récolter de la manière la plus fiable possible, sans pour autant être sûr que effectivement tout est complètement la vérité. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Là. Alors, on approche bientôt du terme, mais on a encore du temps, donc ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, 2 questions, et vous, dans l'ordre que vous souhaitez, vous choisissez celle à laquelle vous voulez répondre. Première question, on sait que la décarbonation, ça coûte à vos fournisseurs. Alors, tu parlais des fournisseurs du proche import qui, à l'évidence, ne comprennent pas forcément ce qui leur arrive et ce qu'ils doivent faire. Donc, il faut mettre des moyens à leur disposition. Mathieu, je pense que très clairement, les investissements dans la verrerie, ça coûte pas quelques centimes ni quelques euros, mais c'est plutôt ça chiffre en dizaines de milliers d'euros. Qui est-ce qui va payer ? Et puis pour Carrefour, là aussi, que ce soit sur le régénératif, que ce soit sur 20 mégatonnes, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est une première question, la question du financement de la décarbonation. Et l'autre question, moi, qui m'est chère et qui reboucle avec mon point de départ, c'est le ROI. C'est-à-dire, outre la décarbonation, et je pense qu'on est beaucoup ici à partager la nécessité de progresser sur ce chemin-là, quels sont les bénéfices à votre niveau, chez vous, que vous pouvez voir, que vous pouvez toucher du doigt, pour vous, entreprises, donneurs d'ordre, comme pour les fournisseurs, en termes de résilience des business, en termes de différenciation par rapport à vos concurrents, en termes de gestion des risques. Voilà, si on doit faire le business case de la décarbonation, quel est-il selon vous ? Et vous choisissez la question, ou les deux, évidemment. Je vais essayer de répondre un petit peu aux deux. J'ai Merci, deux points qui me viennent en tête. Le premier, c'est un peu lié à ce que je disais avant, c'est de travailler de manière collective pour essayer de faire évoluer la norme. C'est-à-dire qu'il faut sortir, je pense, pour éviter d'avoir un surcoût trop fort aux produits durables, il faut sortir de cette logique de premium qu'on a peut-être avec la certification, par exemple, où un produit durable, c'est forcément un produit qui coûte cher. Alors que si la production durable, c'était la norme, qu'on a des standards, des réglementations, des exigences communes, on n'a plus cette logique de premium, et donc on arrive aussi à avoir une logique de normalisation, de standardisation qui fait qu'on n'a pas forcément des surcoûts associés à un produit plus durable.
Et le deuxième aspect que nous, on a pu tester depuis plusieurs années, notamment avec l'amont agricole, c'est à la fois pour avoir des coûts plus abordables et pour avoir une meilleure pérennisation de l'entreprise et un bon ROI, c'est comment on travaille avec nos partenaires et notamment nos fournisseurs. Et notamment, comment est-ce qu'on donne de la visibilité, comment est-ce qu'on construit des relations qui soient des relations de long terme. Et en particulier avec l'amont agricole, quand on travaille par exemple sur le bio ou l'agroécologie, on va essayer de mettre en place des contrats qui sont tripartites avec le producteur lui-même, en lui donnant des garanties de contrats qui seront pluriannuels, donc qui seront sur du plus long terme. On va pouvoir s'engager soit sur du volume, soit sur du prix. Mais en gros, on dérisque les investissements chez le fournisseur en lui donnant de la visibilité. Donc nous, on ne va pas forcément payer le produit plus cher, mais lui, il sait qu'avec Carrefour, il va travailler pendant tant d'années. Et donc, si il doit mettre en place des investissements pour une conversion au bio ou pour n'importe quelle autre transition, le fait d'avoir cette visibilité, ça lui permet aussi de mettre en place les investissements de manière beaucoup plus sereine. Donc cette logique de travailler sur le long terme avec des engagements à la fois de prix ou de volume, ça dépendra du sujet, ça permet aussi de limiter le coût de cette transition et de travailler de manière plus sereine avec les partenaires. Excellent. Merci. Parfait. Je pense que pour Pernod Ricard, on a une approche aussi similaire. Donc peut-être en amont, on a un gros enjeu de comprendre le coût de la décarbonation. Donc là, on travaille vraiment avec les équipes achats et les équipes finances pour discuter avec le fournisseur et comprendre vraiment levier par levier combien ça va nous coûter, comprendre ses plans CAPEX et OPEX et voir vraiment comment sa feuille de route, comment elle est chiffrée. Donc ça va permettre nous aussi de mieux estimer ce coût de la décarbonation. Après, il y a différents mécanismes aussi qu'on a pu investiguer avec les fournisseurs. Donc il y a également, ça a été des discussions de collaboration entre nous, les achats et les fournisseurs, de se dire est-ce que ça va être un co-investissement direct chez le fournisseur, est-ce qu'on va payer un premium, un coût additionnel pour refléter la feuille de route. Aujourd'hui, clairement, sur le verre ou sur l'amont agricole, on s'engage sur des contrats moyen long terme, mais en payant un coût additionnel qui va refléter la feuille de route décarbonation du fournisseur. Donc sur le verre, bien sûr, on va contractualiser un process de collecte de la donnée, on va contractualiser la feuille de route, mais aussi on va payer un coût additionnel qui va refléter cette feuille décarbonation. Sur l'amont agricole, on va également contractualiser le cahier des charges et un levier de pratique pour assurer l'implémentation de ces pratiques et le taux de déploiement de ces pratiques. Mais on va accompagner le fournisseur sur la partie données, mais aussi sur cette partie engagement, et pour s'assurer qu'il va pouvoir et qu'il aura les moyens d'engager ces pratiques. Donc c'est pour ça on est prêt à payer un premium et un coût additionnel des fournisseurs pour aller tous ensemble dans le même chemin. Sur la question du ROI, je pense qu'on est dans un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, le fournisseur, je prends l'exemple des verriers, ils ont aussi une trajectoire à SBTi, ils ont aussi la pression et l'enjeu de réduire leurs émissions carbone. Le fait de les engager et d'avoir une transparence avec eux, mais on avance tous les deux dans le même chemin sur les mêmes challenges, que ce soit la collecte de la donnée, aussi de montrer que nous, on est prêt à financer, on est prêt à aller dans le même chemin. Ça les rassure aussi de se dire qu'ils vont pouvoir investir et que nous, on est prêt à les accompagner dans ce chemin-là. Et de la même manière, sur la partie agricole, aujourd'hui, l'objectif, c'est la résilience de nos terroirs. Et ça, c'est clé pour Pernod Ricard. C'est vraiment limiter et atténuer les risques du changement climatique, mais aussi pour les agriculteurs ou les coopératives. On a vraiment cet objectif commun, donc de vraiment pousser ce cahier des charges d'agriculture régénératrice. C'est clé pour nous et les fournisseurs. Aujourd'hui, c'est une sensibilisation vraiment forte qu'on a avec eux pour voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui peut être poussé auprès de nos agriculteurs et nos fournisseurs sur les différentes pratiques agricoles, agroécologiques. Et ça, c'est bien reçu, c'est bien perçu. Et on va avancer tous ensemble dans la même direction pour renforcer la résilience de nos terroirs et du coup limiter les risques. Mais comme j'ai dit, c'est un coût et on est prêt à étudier ce sujet et à financer un coût additionnel auprès de nos fournisseurs. Impressionnant. Et alors nous, c'est un peu différent parce que
dans le textile, et on fait des collections de 2 fois par an, donc tous les ans ça change. Donc, et bien évidemment, on sait que ça coûte d'être plus responsable, de décarboner nos collections. Et du coup, on en intègre effectivement une partie dans nos stratégies de marge à chaque saison. Mais en fait, on se rend compte aussi que, effectivement, à force de travailler avec nos fournisseurs, les prix, c'est un peu ce que tu disais, Élise, tout à l'heure, finalement. Le coton bio, par exemple, qu'on pensait jamais pouvoir s'acheter, aujourd'hui, il a atteint des prix un peu plus raisonnables. Donc, on peut se l'acheter et on arrive à travailler avec nos fournisseurs pour que ça soit effectivement abordable, même pour une entreprise comme la nôtre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est on challenge aussi nos équipes. En ce moment, on a des taux de change qui sont extrêmement favorables pour acheter mieux. Donc, c'est le moment aussi de pousser. Et en tout cas, moi je pousse nos équipes pour acheter mieux assez vite, plus vite que ce qu'on avait prévu sur notre trajectoire, parce qu'effectivement, en ce moment, on a les moyens aussi de proposer ça à nos clientes. Donc voilà, donc on l'intègre chez nous, ce prix, et les fournisseurs, forcément, en prennent aussi une partie. Par rapport au ROI, moi, il y a 2 choses. Déjà, nous, on est de par notre pool bancaire, soumis à un Sustainability Linked Loan. Donc, effectivement, on a un cadre qui nous oblige à respecter des KPIs RSE pour lesquels on est audité chaque année. Donc ça, déjà, c'est extrêmement fort, et ça embarque et nos équipes et aussi nos fournisseurs avec qui on partage ça. Donc le ROI, on le mesure chaque année en fonction de l'atteinte ou non de ces objectifs-là. Et puis, moi, j'irais au-delà de nos fournisseurs. Je pense qu'il y a un ROI qui est aussi extrêmement important, c'est la fierté d'atteindre cette trajectoire qu'on s'est fixée, ou en tout cas d'atteindre les KPIs ESG qu'on s'est fixés. C'est important pour nos équipes. C'est important surtout dans le retail textile, où on sait qu'il y a un vrai gros enjeu. C'est aussi important vis-à-vis de notre marché français de pouvoir dire, chez Grain de Malice, on est fiers parce que chaque année, on fait de mieux en mieux par rapport à ceux qui arrivent sur le marché français et qui nous font très peur. Vous savez de qui je veux parler. Et donc, bien sûr qu'on est fiers, et je pense aussi que pour la marque employeur, c'est vraiment important d'être dans cette stratégie de décarbonation et de le communiquer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Bravo. Merci. Merci beaucoup à tous les 3. Peut-être il nous reste quelques minutes pour prendre des questions dans la salle. 7 minutes. Donc, allez. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Moi, j'aurais une petite question un petit peu en ouverture. La décarbonation, c'est un des aspects, c'est un gros morceau de l'aspect environnemental, mais il y a les autres, il y a l'eau et la pollution. Voilà. Comment vous intégrez? Est-ce que vous avez considéré que il fallait s'attaquer à un problème d'abord l'un après l'autre, ou est-ce que vous avez une stratégie un peu combinée sur l'ensemble des éléments environnementaux? Voilà. C'est vrai qu'au début, toutes les entreprises, je pense, se focalisaient vraiment sur le climat et la décarbonation. Et ça, en tout cas chez Pernod Ricard, on a vite évolué. Et aujourd'hui, on parle même de nature. Donc nous, on englobe l'approche nature. Et d'ailleurs, notre département, c'est le département nature, qui englobe tous ces enjeux d'eau, biodiversité, pollution des sols. Et donc, c'est aussi en lien, nous, avec nos stratégies agricoles et notre cadre d'agriculture régénératrice qui englobe vraiment cette vision holistique et de tiendre compte de tous ces éléments-là. Donc, c'est vrai que lorsqu'on va cibler vraiment un impact, on considère non pas que l'impact climat, mais on va considérer l'impact positif sur tous ces aspects, autre environnement, eau, sol, biodiversité, mais aussi l'aspect social qui est pas aussi mis de côté. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va étendre, on va dire, cette analyse d'impact, pas que focalisée sur le climat, et même dans l'engagement fournisseur. Voilà, on va rajouter ces éléments-là, on va mesurer d'autres KPI et on va collecter d'autres données qui vont s'étendre à ces enjeux-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on agrandit cette vision et cette stratégie. Merci. D'autres questions?
vais essayer de prendre dans le fond pour pas créer de jalousie. Merci, bonjour à tous et merci pour vos témoignages. Moi, j'avais une question parce qu'on parle beaucoup d'agriculture régénératrice et pour avoir travaillé sur ces sujets, c'est plus facile pour des productions végétales. Et donc, c'est peut-être plus une question pour Carrefour. Comment vous faites aujourd'hui pour embarquer vos producteurs sur tout ce qui est production animale, qui est l'un des freins auxquels je me heurte aujourd'hui dans ma structure? Alors, je ne vous vois pas, mais... Ah, ok. Donc chez Carrefour, on travaille aussi sur les sujets agricoles. Donc on travaille depuis longtemps, on avait appelé ça l'agroécologie, mais en vérité, c'est un peu les mêmes types de pratiques. Et sur l'animal, on a plusieurs leviers. On va travailler à la fois sur le bien-être animal en tant que tel, sur l'alimentation animale, sur l'utilisation d'antibiotiques. Donc on a défini des grilles, c'est un peu ce qu'on disait avant, c'est pas forcément des grilles liées qu'au climat, on travaille sur l'eau, la biodiversité et le bien-être animal, donc on a une prise en compte assez holistique des impacts, et on travaille beaucoup de la manière dont je le détaillais plus tôt. On a des contrats avec des producteurs qui sont des contrats pluriannuels dans lesquels on peut, pour leur donner de la visibilité, et on inclut dans les cahiers des charges de ces productions, en particulier les filières qualité Carrefour, les critères que les producteurs doivent mettre en place. Donc on a différents axes, biodiversité, eau, etc. On a différents niveaux, débutants, moyens, etc. Et on accompagne les producteurs en filière pour mettre en place ces pratiques. Merci. J'avais une question ici. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pour EY. Là, vous avez invité donc 3 clients, Carrefour, Grain de Malice et Pernod Ricard, donc 2 de grande taille et 1 de taille plus moyenne. Je voulais savoir, est-ce que vous avez de plus en plus de structures type PME ou taille moyenne qui vous consultent pour les aider à décarboner leurs achats? Et si oui, comment est-ce que vous avez adapté votre offre d'accompagnement en la matière? Parce que je suppose qu'on n'accompagne pas de la même manière un grand groupe comme Carrefour qu'un groupe de taille plus restreinte comme Grain de Malice. Oui, c'est une très bonne question. Alors effectivement, les méthodes, on va dire, évoluent. L'idée, c'est de mettre en capacité les clients, surtout quand ils sont de taille plus modeste. Du coup, on essaye de focaliser sur plutôt de la formation, du faire ensemble au travers d'ateliers, souvent des moments en présentiel, où on essaye de transmettre un maximum de savoir-faire à ces équipes-là. Souvent des gens qui ne sont pas formés, effectivement, et qui ne sont pas des experts du climat ou de la RSE. Et à la limite, ce qui nous arrange même, parce que finalement, c'est des experts de leur sujet, souvent des experts des achats, du commerce, etc. Et donc, on arrive aussi à valoriser leur savoir-faire technique dans l'entreprise pour les mettre en capacité plus rapidement sur notamment la décab ou la collecte de données, enfin voilà, en fonction de là où ils sont forts. Voilà. On se prend une dernière question? Oui. Bonjour. J'ai 2 questions. La première, c'est quel outil vous utilisez pour suivre justement ces KPI achats responsables pour tous les 3, si aussi Grain de Malice a un outil. Et le deuxième très lié, c'est quel lien avec la CSRD en termes d'outillage? Est-ce que vous avez justement le même outil aujourd'hui, interne ou externe, et méthode de travail commune que vous avez lancée depuis la CSRD? Qui veut prendre Donc les outils de reporting qu'on utilise, c'est souvent des outils qu'on a développés en interne, pour être honnête. Donc je ne veux pas vous donner de solution miracle. En fait, on consolide des données qui viennent de tous les pays. Donc en fait, il y a plein de métiers différents qui vont rentrer la data. Ça peut être les achats, la qualité, le marketing. Donc ils vont chacun avoir des outils différents. Nous, on a un travail de consolidation. Ce que ça a changé avec la CSRD, c'est pas vraiment les outils, c'est plus les process. C'est-à-dire qu'on est passé d'un reporting qui était plutôt réalisé par les équipes RSE pour les équipes RSE, à un reporting qui est maintenant réalisé par la finance, avec des processus qui ont été revus, le contrôle interne qui vient vérifier ces process-là. Donc on a une double responsabilité qui est plus uniquement RSE, mais aussi financière. Donc le comité d'audit signe les comptes extra-financiers aussi.
Donc c'est plus en termes de gouvernance et de processus dans l'entreprise qu'il y a eu un gros changement de leadership et que voilà, ça infuse beaucoup plus auprès de toutes les équipes. Mais en termes d'outils, pour l'instant, on n'a pas de gros changements prévus. Alors nous, on a un outil qui nous permet de faire nos calculs d'ACV sur chacun de nos produits et qui, tous les ACV combinés, forment une grosse partie de notre scope 3. Et cet outil nous permet aussi de piloter notre trajectoire bas carbone. Il s'appelle Waro. C'est un outil qui est essentiellement utilisé en textile. Et donc, on est pas mal à l'utiliser. Donc, ça, c'est plutôt bien. Effectivement, on essaye aussi, ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir tous le même outil pour que les fournisseurs y soient aussi plus habitués. Et pareil, peut-être pour Pernod Ricard, on a aussi des calculettes internes, des outils, des ACV simplifiés qu'on a pu développer en interne, ou parfois qui venaient d'initiatives sectorielles. Je pense pour le verre ou l'industrie du food and beverage. Mais voilà, ça nous permet aussi de mieux structurer la discussion et l'approche avec nos fournisseurs et de pouvoir les comparer sur la même base et la même méthodologie. Eh ben, merci à tous. Il y avait quand même beaucoup de mains levées dans la salle, donc voilà, on sera dehors. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à venir nous rencontrer. Merci à tous. Merci beaucoup.